Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À Mémoire, Culture et Société, aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Israël Jackie Cantave, journaliste, analyste professionnel à Radio Centre-Ville au Canada, à Montréal. Eh bien, le président Moïse, Jovenel Moïse, était un ancien cultivateur de bananes qui a remporté 56% des voix contre trois adversaires lors des élections de 2016. Et il a été assassiné le 7 juillet à son domicile et depuis 4 ans. Alors voilà où nous en sommes. Bienvenue à Monsieur Israël Jackie Cantave. Est-ce que vous voulez peut-être commencer par nous faire le film des événements? Comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction de tout le monde? Est-ce qu'on l'a appris par la radio, par la télé, par les journaux ou par le télédiol? Bon, moi, je voudrais d'abord vous saluer, Monsieur le Comte, et saluer aussi vos téléspectateurs, vos internautes, ceux qui vont prendre cette émission sur YouTube, sur toutes les plateformes Internet disponibles maintenant. Et je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite pour être là et parler de ce qui concerne euh, globalement Haïti, mais particulièrement les événements entourant l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. C'est pour moi un plaisir à chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'Haïti et surtout de parler des événements concernant cet assassinat crapuleux. Merci de cette invitation. Merci de nous avoir répondu également. Alors, vous me demandez comment j'ai appris les événements. En tout cas, moi, j'étais le 7 juillet 2021, j'étais chez moi, mais il faut dire que depuis 2019, j'étais au ministère des Affaires étrangères. J'étais le directeur de communication de Claude Joseph, qui était ministre des Affaires étrangères. En avril 2021, Claude Joseph est devenu Premier ministre par intérim après la démission de Joseph Joute. Donc à partir de là, j'ai fait la traversée, pour ceux qui connaissent le ministère des Affaires étrangères, à Bourdon, du ministère des Affaires étrangères à la primature. Donc, le 7 juillet 2021, j'étais chez moi dans la soirée du 6. Je dormais et à 4h30 du matin, c'est un coup de fil de Claude Joseph, à ce moment-là ministre des Affaires étrangères et Premier ministre par intérim, qui m'appelle pour me dire que le numéro un est assassiné. Donc, il faut absolument que je le rejoigne dans une espèce de QG de crise qu'ils avaient mis en place au niveau de sa résidence privée. Voilà pourquoi je me suis réveillé, je me suis habillé et il a envoyé une unité de sa garde rapprochée me chercher. Et à partir de là, je suis allé au quartier général de crise qui était mis en place au niveau de Vivi Mitchell, là où se trouve la résidence privée du Premier ministre. Donc voilà comment j'ai appris la nouvelle. Et, euh, et puis, ben, sur la route, en tant que journaliste, j'ai fait la remarque qu'il y avait des groupuscules de gens qui se réunissaient à droite, à gauche pour discuter de ça, parce que la nouvelle avait déjà fait le tour des médias qui diffusaient des informations en continu, surtout le matin, à 5 heures le matin. Radio Caraïbe en avait parlé, Métropole en avait parlé, etc., etc. Donc, la nouvelle a pu prendre une espèce d'ampleur. Et donc, moi, j'ai pris la route justement de Delma pour aller à Vivi Mitchell au quartier général. Voilà comment j'ai appris la nouvelle. D'accord. Ça a dû produire un choc vraiment indescriptible parce que nous avons eu un président assassiné, je crois que depuis 1915. Donc, alors là, ça a dû produire un Oui, choc. c'était un Ouais. choc terrible, c'était un choc terrible. Personne ne pouvait l'imaginer, encore moins nous qui travaillions avec ce président-là, on n'osait pas l'imaginer. C'est vrai on avait commencé par assassiner son caractère avant de l'assassiner physiquement.
mais personne ne pensait que ça arriverait jusque-là. Mais on a fini par comprendre que c'est arrivé et le président n'était plus et il a fallu beaucoup de, beaucoup de, il a fallu un complot à diverses têtes pour que finalement cet acte crapuleux ait pu se produire. D'accord, d'accord. Et quelles ont été peut-être les premières théories avancées, les théories explicatives, c'est-à-dire pourquoi a-t-il été assassiné? Est-ce qu'il y avait des dossiers, si vous voulez, assez difficiles qui faisaient partie, disons, du monde international et tout ce qui se passait en Haïti? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a cru durant les premières minutes? Avant de venir sur l'interprétation, il faudrait voir d'abord les faits, le factuel, comment ça s'est passé. Oui, Tout de suite après, aux alentours de 7-8 heures, la police nationale a commencé à faire des courses-poursuites au niveau des Colombiens. La population de Pétionville aussi s'est mise de la partie. Donc, on a commencé à arrêter des mercenaires parce que le plan était qu'ils soient exfiltrés après le coup, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas eu en fait, la situation ne s'est pas déroulée comme il la je l'avais prétendait. prévu. Donc, ce qui fait que certains d'entre eux étaient éparpillés à Pétionville, ne savaient pas où aller, etc., étaient perdus, etc., égarés à Pétionville. Et la population, qui était réveillée, mais très tôt aussi, a commencé à faire des recherches en même temps que la police. Donc, finalement, on a commencé à prendre quelques-uns. Maintenant, ça, c'est les faits. Et on a fini par comprendre que c'était des Colombiens, donc des mercenaires étrangers, mais on n'avait pas vraiment, le jour même, des informations pertinentes concernant, bon, c'était des interprétations, il n'y avait pas vraiment d'informations pertinentes. Mais on a fini par comprendre le jour même que ces mercenaires n'auraient pas pu commettre cet acte crapuleux s'il n'y avait pas un appui, un soutien de la part Sorte de de la communauté complicité internationale, interne. particulièrement des Américains. Donc, et c'est finalement par la suite qu'on va comprendre que effectivement, il y avait un soutien. Le crime était planifié aux États-Unis, au local, au siège du CTU, qui avait des réunions préparatoires aux États-Unis entre Intriago, qui est le président, directeur général de CTU, qu'il y avait des politiciens haïtiens, Emmanuel Sanon, qu'il y avait des sénateurs haïtiens politiques, John Joel Joseph, qu'il y avait des gens du secteur privé, Rudolph Jarre, etc., qui avaient planifié tout ça et qui s'étaient retrouvés des mois à l'avance en Floride pour préparer, pour planifier tout ça. Et on a fini par comprendre qu'effectivement, c'était quelque chose qui était planifié d'avance et qu'il y avait beaucoup de secteurs qui étaient impliqués et que il y avait pas beaucoup de chance pour que Jovenel Moïse puisse échapper à cet assassinat. D'accord. Vous avez dit également des Colombiens. Est-ce que le peuple, les gens qui étaient dans les rues, est-ce qu'ils savaient tout ça ou est-ce qu'on s'en est pris à ces gens, à ces étrangers qu'on aurait pu facilement Oui, les identifier gens en disaient, Haïti? ils ne savaient pas que c'était des Colombiens, ben, ils disaient que c'était des étrangers qui parlaient espagnol, en tout cas des Bon, Blancs qui parlaient d'accord, d'accord, espagnol, d'accord. donc et qui étaient pour la plupart en treillis militaires et qui avaient des jackets, qui portaient des jackets avec signalement FBI, DEA, etc., etc. Donc on a fini par les Les attraper, identifier. les identifier et les arrêter. Donc Et il y avait ils une ont été vingtaine de Colombiens. appréhendés. D'accord, Oui, ils ont d'accord. été appréhendés par la suite. Sur 3 jours, je crois qu'on en avait arrêté 17. Ils étaient présentés par la police au niveau du siège de la police nationale sur la route de l'aéroport.
Donc maintenant, eux, c'était des exécutants. Il fallait par la suite chercher ceux qui étaient les cerveaux de cet assassinat, ceux qui avaient planifié. Et c'est là que l'enquête avait commencé avec l'appui du FBI, etc. Donc on a fini par arrêter un certain nombre de personnes, dont la plupart sont jugées aux États-Unis et ont plaidé coupables d'ailleurs. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des explications plausibles? C'est-à-dire, c'est arrivé depuis à peu près 4 ans et c'est seulement durant les 2 dernières semaines, si vous voulez, qu'on a eu, je crois, quelque chose de neuf. Enfin, toutes les radios se sont mobilisées, tous les médias, et on en reparle, ce qui s'est passé en Floride, etc., etc. Qu'est-ce qui aurait pu causer tout ce retard, c'est-à-dire dans l'enquête? Ben, écoutez, l'enquête, finalement, tout de suite après l'assassinat, l'enquête a pris deux volets. Il y avait le volet international qui était mené par le FBI avec des juges, des procureurs aux États-Unis, parce que il faut savoir que beaucoup de ceux qui avaient planifié le crime étaient déjà partis pour l'étranger, avaient été en Jamaïque, donc le crime était devenu un crime transnational, donc ce qui fait que il a fallu l'appui, le soutien du FBI et d'Interpol pour pouvoir exécuter le volet étranger de l'enquête. Et après, il y a un volet haïtien de l'enquête. Il y a certaines personnes qui ont été arrêtées en Haïti. Il y en a d'autres qui étaient activement recherchés. C'est le cas de Badjo, qui par la suite va être arrêté, lui aussi, qui était un des cerveaux de l'affaire, dans la mesure où il était responsable de la logistique sur place en Haïti. Et c'est lui qui faisait le lien, l'intermédiaire entre les mercenaires qui devaient arriver et les exécutants sur place. Et puis, bon, il y a eu aussi les agents de sécurité de la garde rapprochée du président aussi qui faisaient l'objet de l'enquête parce que, bon, ils ont ouvert la porte pour laisser entrer les mercenaires et ils n'ont pas tiré un coup de feu. Donc, ce qui fait que, ils étaient eux aussi très suspects dans l'affaire. Donc, il y a eu finalement deux volets et dans l'enquête. Le volet international a pris beaucoup de temps parce il a fallu l'entraide Interpol, FBI pour pouvoir mener cette enquête. Le volet haïtien aussi a pris du temps dans la mesure où, avec nos faibles moyens, il a fallu beaucoup de temps pour chercher et appréhender Félix Badjo, qui était un cerveau. Et il a fallu du temps aussi. Et ben, jusqu'à présent, par exemple, Dimitri Erard, qui était l'un des agents de sécurité du président, est toujours en cavale. Donc voilà. Donc il a fallu beaucoup de temps et ça a pris du temps pour que l'enquête aboutisse. Bon, l'enquête Mhm. n'a pas encore abouti puisque ça continue. D'accord. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de particulier sur Badiou? Ben, Badio, ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est nourri dans le sérail politique haïtien. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a travaillé pour les services de renseignement haïtiens, même s'il n'y a pas vraiment un service de renseignement haïtien, mais il a été dans toutes les sphères de l'administration publique. Il connaît les gens et donc, il a été finalement celui qui a fait le lien entre ceux qui étaient à l'extérieur et ceux qui étaient à l'intérieur pour organiser, planifier tout ça. Donc, il a été celui qui a trouvé les maisons, a loué les maisons pour loger les mercenaires. C'est lui qui les a nourris, c'est lui qui leur a fourni des espaces pour s'entraîner parce qu'il faut savoir qu'ils ont passé plus d'un mois dans le pays en attendant de commettre le crime. C'est-à-dire, ils étaient dans le pays depuis un mois. Et puis, grâce aux relations de Félix Badjo, ben, ça leur a permis d'être tranquilles le temps qu'ils passent à l'acte. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de Badiou comme enfin le véritable leader, si vous voulez, qui a organisé le coup, est-ce qu'on peut s'imaginer pour
crois? Est-ce qu'il aurait agi de cette façon? Ou bien est-ce que il n'aurait pas pu simplement demeurer un adversaire politique sans vraiment aller jusqu'à l'assassinat, si vous voulez, d'un ennemi ou d'un adversaire? Est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a eu à gagner? Écoutez, moi, je pense que Badjo est trop petit pour être le cerveau d'une telle affaire. Il a été un des intermédiaires. Il a facilité certaines mises en relation entre les étrangers et les Haïtiens. Comme il avait des entrées un petit peu partout dans l'administration publique, c'était un peu plus facile pour lui de, de s'infiltrer dans l'administration publique et de corrompre certains pour pouvoir laisser passer les autres. Donc, je pense qu'il n'est pas le cerveau, mais il est un intermédiaire. Maintenant, à savoir sa motivation, moi, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il est, la motivation première reste quand même l'argent, parce que dans cette affaire, il y avait beaucoup d'argent qui ont circulé. Rudolf Jarre lui-même a parlé de 150 000 dollars qu'il a misé, lui. Il y a plein d'autres dans le secteur privé au niveau des banques et qui ont misé de l'argent, parce qu'il faut savoir que Jovenel Moïse avait beaucoup d'ennemis, à la fois extérieurs et à l'intérieur, et que ce soit dans le secteur privé, à qui il mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, le secteur privé lui en voulait, que ce soit dans l'affaire de courant électrique, des contrats qui étaient passés, etc. Il y en a beaucoup qui lui ont voulu parce qu'il a coupé certains contrats. Il a, il a fermé certains robinets à cash au niveau de l'administration publique. Donc, ce qui fait que il avait beaucoup d'ennemis, et en plus, sans compter les ennemis de l'extérieur, avec cette histoire de rapprochement avec la Turquie, cette histoire de rapprochement avec l'axe Turquie, Russie et Chine. Donc, ce qui fait que il avait beaucoup d'ennemis, et ses ennemis se sont ligués contre lui. Et il avait, comme je l'ai dit tantôt, il avait vraiment pas beaucoup de chances d'échapper à l'assassinat. Monsieur Jackie Cantave, depuis crime ça a fait, meurtre ça a fait, assassinat ça a fait, et qui est fait ou penser que les créer dans collectivité haïtienne là, en Haïti? Depuis crime ça a fait, qui ça l'a entraîné comme changement, qui répercussion d'ordre politique que le gagnait sous pays? Écoutez, depuis la mort de Jovenel Moïse, ça fait 4 ans, 2021-2026, ça fait 5 ans. Euh, M'kapdil changé en comportement dans façon que le grand public, l'opinion publique a accueilli sa kap soti dans média. Parce que l'écosystème politico-médiatique te gen assassiné Jovenel Moïse depuis OK. 2 ans avant son assassinat. Jovenel Avec toutes Moïse les attaques disait, qui fait contre oui, lui, contre oui, des caractère attaques lui. personnelles, des attaques de Mhm. caractère. C'était un président qui était complètement dévoyé, dévoyé par la classe politique d'un côté, mais dévoyé aussi par les médias haïtiens qui se faisaient la caisse de résonance de ces politiques. Et il y avait des émissions à grande écoute, des émissions, des heures d'antenne qui étaient imparties à ceux-là qui le clouaient au pilori, à ceux-là qui le transperçaient à coup de conférences de presse, à coup d'interventions sporadiques. Donc, vraiment, son caractère était complètement assassiné pendant 2 ans, 2 ans avant son assassinat physique. Donc, ce qui fait que moi, je pense que ce qui s'est passé a complètement tourné l'opinion publique en ce sens que les gens se disent, mais il avait peut-être raison parce que aujourd'hui, 5 ans après sa mort,
on continue à ressortir un ensemble de déclarations qu'il avait faites quand il était président de la République. Et dans ces déclarations, il pointait du doigt des secteurs qui en voulaient, qui voulaient sa mort. Il expliquait pourquoi aussi, mais on ne voulait pas comprendre, l'opinion publique ne voulait pas comprendre parce qu'on se disait que, bon, ça, c'est un président qui est impopulaire et qui essaye de rester au pouvoir malgré que les gens n'en veulent plus, etc., etc., etc. Mais moi, je pense que ce qui a changé, c'est peut-être maintenant, quand quelqu'un est au pouvoir et dit quelque chose, on y porte beaucoup plus attention et on est beaucoup plus prudent par rapport à ceux qui se servent des médias et de l'opinion publique pour assassiner les caractères des gens. Mhm. Alors, est-ce que ça veut dire que avant sa mort, M. Télé a perdu une grande partie de crédibilité politique, lui, parce que il a Bien démoli sûr, lui dans des discours, dans bien des sûr, attaques. Ouais, il était complètement démoli et oui, il était perdu crédibilité politique, et tout en ce sens que certaines promesses qu'il avait faites n'étaient pas tenues et on sait pourquoi aussi, c'est parce que il était pratiquement esselé, isolé, même au pouvoir, il était isolé dans la mesure où le groupe politique qu'il a porté au pouvoir l'avait lâché à un certain moment, son parrain politique, Michel Martelly, l'avait lâché à un certain moment. Donc, ce qui fait que comme ils prenaient une tangente qui ne leur plaisait pas, ben, à un certain moment, il était devenu tout seul. Et c'est pourquoi il a été assassiné avec tant de facilité, parce que même ses gardes du corps n'ont pas été ses propres gardes du corps, c'était des gardes du corps de Martelly c'était des gardes du corps qui étaient beaucoup plus pro-Martelly que pro-Jovenel. Donc, ce qui d'accord. fait que il était dans une espèce de... il Solitude, était au pouvoir, mais il n'avait pas de pouvoir, on va dire. d'accord, d'accord, d'accord. Mais depuis, disons, une semaine ou deux, malgré en général, on a dit que oui, l'enquête ne bouge pas, ça marche pas, etc., etc. Eh bien, il y a un pile d'autres nouvelles que mon avait entendu depuis, disons, les 2 dernières semaines. Et ou même, qui ça va prendre, qui ça qui paraît comme quelque chose de neuf depuis assassinat ça a fait. Ben, écoute, pour avoir fait un podcast sur le sujet, pour avoir été dans les coulisses du pouvoir à l'époque des faits, je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit qui ait changé, hein, parce que pour moi, il y a certaines confirmations de certaines informations qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, Intriago, Ortiz et John Joel Joseph, Rudolf Jarre, ils sont devant la justice. Ils ont déclaré, ils ont plaidé coupable et ils affirment certaines choses, ils confirment certaines informations. Mais moi, je n'ai rien de nouveau. Je n'ai rien de nouveau. Par exemple, moi, je me suis toujours posé la question et je me la pose encore. Comment des mercenaires qui sont venus assassiner un président de la République qui se trouve dans la même chambre que sa femme, comment ils ont pu épargner sa femme? Moi, je me pose la question. C'est une question que je me pose. Je ne fais pas d'accusation, mais je me demande, est-ce que des mercenaires, quand on parle de mercenaires, on parle des gens qui n'ont pas de scrupules. C'est des Bien gens sûr, bien sûr. qui viennent pour commettre un acte et ils ne partiront pas tant qu'ils n'ont pas commis l'acte. Alors, ils ont non seulement tiré une vingtaine de projectiles sur le président de la République, ils ne se sont pas contentés de faire ça. Ils ont par la suite démembré le président. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont venus pour perpétrer un acte et ils sont venus pour ne pas laisser de traces. Maintenant, comment ont-ils pu laisser échapper la première dame? Moi, c'est ma première question. Maintenant, les informations et le témoignage de la première dame devant le procureur en Floride,
moi, m'ont pas convaincu parce que je n'ai toujours pas d'explication. Comment vous avez fait pour vous échapper? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre le 7 juillet? Personne ne le sait. Alors, moi, je suis bien content que la Première Dame soit épargnée, mais en même temps, si on est à la recherche de la vérité, si on veut savoir ce qui s'est réellement passé dans cette chambre, il faut que la Première Dame témoigne et dise quelque chose, dise oui, 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 témoigne devant un tribunal pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Moi, je cherche des informations par rapport à ça. Je, je veux comprendre ce qui s'est passé parce qu'en fait, Jovenel Moïse était le mari de Martine Moïse, mais Jovenel Moïse était quand même le président d'Haïti. C'était mon président. Pas parce que j'ai travaillé avec lui, mais c'est parce que c'était mon président que j'ai voté pour lui ou pas. Donc, à ce moment-là, en tant qu'Haïtien, moi aussi, je réclame justice pour Jovenel Moïse, je réclame justice pour Martine Moïse et je réclame justice pour mon pays. Mais encore faut-il que les informations soient et encore faut-il que les bonnes informations soient données, soient fournies. Aujourd'hui, la Première Dame a, a plusieurs fois été invitée à témoigner en Haïti, mais elle n'est jamais venue. Et son témoignage, elle l'a réservé pour le procureur américain en Floride. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet, ça fait plus de 5 ans, Martine Moïse, la Première Dame, est sous le contrôle du FBI. Moi, je me dis qu'un crime comme celui qui s'est produit le 7 juillet, et c'est ma conclusion à moi qui n'engage que moi, un crime comme ça ne pourrait pas être perpétré sans l'aval des États-Unis. Parce que, écoute, les gens, les réunions préparatoires au crime se sont tenues aux États-Unis en Floride. Vous ne pouvez pas me dire que le service de renseignement américain, que ce soit le FBI ou la CIA, ne soit pas au courant de ces réunions. La deuxième chose, c'est que quand les mercenaires sont arrivés à Pèlerin 5 de la résidence du président, ils avaient tous des uniformes de la DEA et ils ont crié DEA pour éviter qu'il soit pour éviter toute réplique de la part des agents de sécurité. Donc pour eux, c'était une opération de la DIA. Et dernier point que j'ajoute et j'en termine, c'est que on a entendu James Solage dans son témoignage, lui il a dit il était dans une opération pour le FBI et c'est ce qu'il croyait. Donc, excusez-moi, moi je pense que si le FBI aujourd'hui a le contrôle de la Première Dame, je me demande pourquoi. Alors là, une question, qu'est-ce que les États-Unis auraient gagné? Et moi, je suis pas agent du renseignement américain. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'ils auraient gagné, mais mais je pense qu'avec Jovenel Moïse au pouvoir, ils auraient peut-être perdu quelque chose. Peut-être qu'ils n'auraient pas gagné, peut-être qu'ils n'ont rien gagné avec son assassinat, mais ils auraient pu perdre quelque chose s'il était resté en vie, parce que je vous dis que en juin 2021, Jovenel Moïse a effectué un voyage en Turquie et ce voyage n'avait pas fait plaisir aux Américains. Et ce voyage où il a rencontré le président turc Erdogan, et Erdogan lui a présenté l'ambassadeur de Russie là-bas, l'ambassadeur de Chine là-bas. Jovenel Moïse avait pris une tangente qui ne plaisait pas aux Américains. Alors, est-ce que c'est suffisant comme raison pour l'abattre, pour l'assassiner? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que euh, je pense que si Jovenel Moïse était resté au pouvoir, les États-Unis auraient quelque chose à perdre. Euh, euh, dites-nous, vous avez une idée comment est-ce que ça va finir? Parce il y a des choses, enfin, qu'on des noms, probablement d'autres noms, qui vont être ajoutés à cette liste déjà assez longue. Comment est-ce que vous pensez que ça, vu votre expérience, comment est-ce que vous pensez que cela va finir? Et moi, je Pour pense que le procès, Haïti également. Moi, je pense que le procès aux États-Unis va vers sa fin, là, parce que la majorité des accusés ont plaidé coupable, donc ce qui fait que
ils vont avoir des réductions de peine. Moi, je pense qu'ils n'ont rien ajouté comme information nouvelle, sinon ils ont confirmé certaines informations qu'on avait déjà, que eux tous ont participé dans le crime. Et puis, ben, pour le volet haïtien, moi, je pense que on n'ira pas plus loin. Joseph Félix Badjou est en prison. Il va peut-être mourir en prison. Il va peut-être être assassiné en prison, que sais-je, parce que il a des choses à dire et comme il était l'intermédiaire haïtien de la chose, peut-être que lui, il aurait des choses nouvelles des informations nouvelles à apporter, notamment parce que après la perpétration du crime, il a appelé Ariel Henry à 4 reprises le matin, même après l'assassinat. Peut-être si on devait avoir des informations nouvelles, ça serait de ce côté-là. Ce serait peut-être à ce moment-là euh, appeler Ariel Henry, mais là encore, Ariel Henry aujourd'hui se trouve aux États-Unis sous le contrôle encore du FBI, donc c'est pas sûr. Voilà. Moi, je peux pas faire de plan sur la comète et extrapoler ou anticiper en ce qui a trait à la fin de l'enquête. Ce que je peux en tant qu'observateur, juste dans mon humble avis, dire, c'est que je pense que le procès, le volet international est en route pour être terminé, qu'il n'y aura pas grand-chose qu'on apprendra à partir de là. D'accord. Monsieur Israël Jackie Cantave, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Vous avez un mot, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que d'abord vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de parler d'Haïti et de parler de l'assassinat de Jovenel Moïse, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Ensuite, c'est de dire à vos auditeurs, à vos internautes, et qu'il y a quand même un espoir encore pour Haïti. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est encore possible. Et j'espère qu'un jour, on aura l'opportunité de repartir dans ce pays, d'y retourner pour essayer chacun à son niveau de mettre sa petite pierre à l'édifice pour la reconstruction de ce pays. Voilà. C'est ça, je vous en remercie. Merci. Aujourd'hui, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à présenter à nos téléspectateurs le journaliste analyste Israël Jackie Cantave, ex-responsable de la salle des nouvelles de Radio Caraïbe FM. Alors, dans une intervention sur Radio Métropole en 2002, Israël Jackie Cantave a annoncé qu'il avait été enlevé, bien qu'il n'avait présenté aucun traumatisme apparent suite à cet enlèvement. Le directeur de la police judiciaire aura indiqué et confirmé plus tard, le 13 août 2022, que le journaliste de Caraïbes FM ainsi que son ami avaient été maltraités par leur ravisseur et avaient subi des dommages physiques. Le confrère Israël Jackie Cantave avait été véritablement séquestré et violenté. Mais en 2026, aujourd'hui, il se trouve à Montréal, au Canada, suivant des émissions à la radio Centre-Ville. Et surtout, merci d'avoir suivi cette émission. Pour Mémoire, Culture et Société, Franz-Antoine Lecomte qui vous dit au revoir.